Psychose de masse. La stupidité nous entoure. Il faut du courage pour sortir de cette pandémie idiote. Plus une société s'éloigne de la vérité, plus elle haïra ceux qui la disent. George Orwell. Imaginez-vous réveiller un matin et découvrir que presque tout le monde autour de vous agit de manière irrationnelle, non seulement de manière excentrique, mais aussi déconnectée de la logique, de la raison, voire de la conscience de soi. Imaginez maintenant que ce n'est pas un rêve, mais votre réalité quotidienne. Et si vous n'étiez pas fou? Et si vous étiez le seul à être encore sain d'esprit dans un monde devenu fou? Voici une plongée dans la vérité inconfortable et pourtant fascinante qui se cache derrière la psychose de masse. Comment des sociétés entières peuvent-elles sombrer dans une transe hypnotique de stupidité, d'illusion et d'obéissance aveugle? Pourquoi cela se produit-il? Comment reconnaître ce phénomène? Et surtout, comment échapper à son emprise? Définissons une vérité brutale. Les êtres humains ne sont généralement pas rationnels. Malgré notre accès à la science, à l'histoire, à la philosophie et à d'innombrables outils de pensée critique, nous nous comportons comme un troupeau de moutons chassant des loups imaginaires. Tout au long de l'histoire, nous avons vu des empires s'effondrer, non pas à cause d'ennemis extérieurs, mais à cause d'illusions collectives qui les rongeaient de l'intérieur. Au XVIIe siècle, le philosophe René Descartes avertissait que les sens pouvaient nous tromper, mais ils ignoraient à quel point la société, dans son ensemble, pouvait se tromper elle-même. Aujourd'hui, les psychologues parlent de formation de masse et de psychose, un phénomène où de larges groupes de personnes perdent contact avec la réalité, absorbées par de faux récits, une hystérie émotionnelle ou des idéologies manipulatrices. Mais qu'est-ce qui déclenche cet effondrement de la raison? Le brillant psychiatre Carl Jung a décrit comment la psyché, coupée de son sens, de son but ou de son ancrage spirituel, devient vulnérable à la suggestion de masse. Selon lui, lorsque les individus ne sont pas ancrés dans leur véritable identité, ils la cherchent dans le troupeau, et ce troupeau est malheureusement principalement motivé par la peur, la propagande et le besoin d'appartenance, même au détriment de la vérité. Pensez à ces dernières années, aux réseaux sociaux, aux sites d'actualité, aux guerres culturelles. Nous avons vu des gens répéter des slogans qu'ils ne comprennent pas, soutenir des mouvements qu'ils n'ont jamais étudiés et attaquer d'autres personnes simplement parce qu'elles remettent en question les idées reçues. Est-ce là de l'intelligence? Est-ce là du progrès? Ou s'agit-il d'une société en plein effondrement mental et physique? Le philosophe français Gustave Le Bon, dans son ouvrage classique La Foule, explique que les individus au sein d'un groupe perdent le sens des responsabilités et leur esprit critique. Au lieu d'agir comme des adultes rationnels, ils deviennent des enfants émotionnels chargés, faciles à manipuler, prompts à la colère et avides de conformité. C'est là que réside le danger. Plus de gens se disconnectent de la pensée critique, plus il est facile de les contrôler. La psychose de masse n'est pas seulement un terme clinique, c'est une expérience vécue. Cela se produit lorsque les gens cessent
de penser par eux-mêmes et commencent à fonder leur perception de la réalité sur les figures d'autorité, les médias ou les tendances populaires. Combien d'opinions que vous entendez chaque jour sont-elles vraiment les leurs? Combien ne sont que des échos de ce que l'on leur a inculqué? Ce phénomène s'intensifie lorsque la peur s'installe. La peur est le carburant de la folie collective et ceux qui détiennent le pouvoir l'utilisent pour pousser le troupeau dans la direction qui leur convient. Les croisades religieuses aux régimes politiques, des paniques économiques aux crises sanitaires, l'hystérie collective a été maintes fois fabriquée et instrumentalisée tout au long de l'histoire. Mais le plus insidieux dans tout cela, c'est que lorsque vous êtes entouré de personnes qui ont cédé la psychose collective, elles ne se prennent pas pour des fous. Elles vous prennent pour des fous. Ce renversement est effrayant. Soudain, le questionnement devient dangereux. La curiosité devient hérésie. Le silence devient plus sûr que la vérité. Dans ce climat, la véritable intelligence et la véritable raison deviennent isolées. Alors, que pouvons-nous faire? La première étape est la prise de conscience. Comme l'a écrit Young, tant que vous ne rendez pas l'inconscient conscient, il dirigera votre vie et vous l'appellerez le destin. Si nous ne reconnaissons pas les forces qui agissent sur notre esprit, nous n'y échapperons jamais. La psychose de masse se nourrit de passivité, de silence et de conformité aveugle. Elle prospère lorsque les gens cessent de se demander pourquoi. Avez-vous remarqué combien il est difficile d'avoir des conversations rationnelles et profondes dans le monde d'aujourd'hui? Pourquoi la haine est-elle si souvent qualifiée de haine? Pourquoi ceux qui disent des vérités dérangeantes rencontrent-ils plus de résistance de ceux qui colportent des mensonges réconfortants? Se pourrait-il que nous ne soyons pas confrontés à l'ignorance, mais à une fuite volontaire de la réalité? Cette fuite est séduisante. Elle promet appartenance, sécurité et identité. Mais à quel prix? Pensez à une époque où vous étiez en désaccord avec la majorité. Non pas par obstination, mais parce que quelque chose en vous vous murmurait que cela ne vous semblait pas juste. Ce moment, bien que subtil, était une fracture, un aperçu du mécanisme qui régit la conformité sociale et fait taire la vérité intérieure. Le cerveau humain n'est pas seulement conçu pour la survie, mais aussi pour l'appartenance. Nos ancêtres avaient besoin de la tribu. L'exclusion est synonyme de mort. Cette programmation primitive est toujours présente en nous aujourd'hui. Mais aujourd'hui, nous craignons d'être l'exception. Nous craignons le ridicule, l'isolement, le jugement. La psychose de masse exploite pleinement cette peur primitive. Les gens ordinaires ont peur d'être seuls. Amplifiez maintenant ce phénomène chez les milliards d'individus. Multipliez-le par la portée des réseaux sociaux, le pouvoir des informations manipulées et la rapidité des communications modernes. Vous avez maintenant un virus psychologique, une épidémie d'obéissance qui infecte les esprits à grande échelle. Mais ce n'est pas tout. Lorsque les gens abandonnent leur propre raisonnement, ils ne deviennent pas seulement neutres, ils deviennent souvent agressifs. Une société qui étouffe la vérité ne devient pas pacifique, elle devient hostile,
à ceux qui disent la vérité. C'est pourquoi vous remarquerez un phénomène étrange. Lorsque quelqu'un présente calmement des preuves, de la logique ou de la raison, la foule réagit avec rage, moquerie ou censure, non pas parce que l'information est fausse, mais parce qu'elle menace la fausse sécurité de leurs illusions. Ce n'est pas de la stupidité au sens intellectuel du terme. Nombre de personnes prises dans l'illusion collective ont des diplômes, des titres, un statut. Mais l'intelligence sans conscience est comme un navire sans boussole. On peut être brillant et pourtant profondément perdu. Nous touchons ici à la douloureuse ironie. Nous sommes entourés non seulement d'ignorance, mais aussi d'une confusion éclairée. L'information est omniprésente, mais la sagesse est rare. Les gens ont des faits, mais manquent de clarté. Ils savent quoi penser, mais pas comment. Ils confondent consensus et vérité, conformité et vertu. Ce n'est pas entièrement de leur faute. La société moderne est conçue pour distraire. L'école enseigne la mémorisation et non la pensée critique. Les médias vendent l'émotion et non l'exactitude. Les réseaux sociaux récompensent l'indignation et non la sagesse. Nous sommes formés à réagir et non à réfléchir. Alors, quel est l'antidote? Il faut commencer par se réapproprier son esprit. Il faut construire un pare-feu intérieur, un pare-feu qui filtre le bruit, remet en question les hypothèses et protège sa clarté intérieure contre toute ingérence du collectif. Carl Jung pensait que l'une des choses les plus dangereuses dans la vie est de suivre la foule en croyant penser par soi-même. Il nous exhortait à affronter l'ombre, cette partie inconsciente de nous-mêmes que nous nions. Dans le monde d'aujourd'hui, l'ombre collective s'assombrit. Projection, blâme, hystérie sont autant des signes d'une société en détresse psychologique. L'essentiel est le suivant. Vous n'êtes pas impuissant. Vous n'êtes pas condamné à sombrer dans cette mer de folie. Votre conscience est le canot de sauvetage que les autres recherchent, même s'ils l'ignorent encore. En vous éveillant à l'illusion collective, vous remarquez des choses que les autres ne voient pas. La manipulation subtile des gros titres, le langage chargé d'émotions conçues pour provoquer plutôt que pour informer, la normalisation des deux poids, deux mesures, le silence autour de vérités dérangeantes. Vous remarquez aussi autre chose, la profonde solitude qui naît au fait de voir clair dans un monde aveugle. Cette solitude n'est pas une malédiction, c'est un rite de passage. Tous les penseurs éveillés ont parcouru ce chemin, de Socrate à Galilée, de Young à Orwell. Ceux qui voient au-delà de l'illusion marchent souvent seuls. Mais voici le secret. Ils ne sont jamais vraiment seuls. À chaque époque, d'autres, silencieux, s'interrogent, observent, attendent le moment de parler, de résister, de construire. Ce moment est venu, car le coût de la mise en scène silencieuse est de plus en plus élevé. Plus on laisse la psychose de masse se propager, plus la réalité est déformée et plus il devient difficile de retrouver la raison. Les enfants grandissent sans esprit critique. La vérité devient relative et la société se transforme en une pièce de théâtre dont personne ne se souvient du scénario, seulement des rôles qui ont été
assignées. Voici les étapes psychologiques de la psychose de masse. Comment elles commencent, comment elles évoluent et comment elles se terminent. Nous devons d'abord comprendre la psyché individuelle, car une société n'est rien d'autre qu'un ensemble d'esprits réagissant à la peur, au désir et au sens. Lorsqu'une culture commence à se défaire, lorsque les individus perdent confiance dans leurs dirigeants, leurs institutions, voire entre eux, ils deviennent vulnérables. L'anxiété monte, les certitudes s'estompent. Les vieilles histoires n'ont plus de sens et rien ne les remplace. C'est le terreau fertile où la psychose collective se développe. Tout commence par la désorientation, un vague sentiment que quelque chose ne va pas, sans que l'on sache clairement ce que c'est. Le monde semble chaotique. Les gens se sentent impuissants. Dans ce brouillard, l'esprit commence à aspirer à l'ordre, même si cela se fait au détriment de la vérité. L'étape suivante est la simplification. Un récit apparaît, souvent issu des médias, de l'État ou d'influences charismatiques. Il propose un coupable clair, une solution évidente et une forte charge émotionnelle. Il indique qui blâmer, qui craindre et quoi faire. La complexité s'efface, les nuances disparaissent. Tout devient noir ou blanc, bien ou mal, nous contre eux. À ce stade, beaucoup abandonnent leur esprit critique, non par stupidité, mais par épuisement. Tout remettre en question est épuisant. Suivre le troupeau semble rassurant. Vient ensuite l'étape du conformisme. Le nouveau système de croyance se propage, non pas parce que tout le monde y croit, mais parce que tout le monde pense que tout le monde y croit. Alors, par peur, il garde le silence, et le silence devient complicité. C'est ce que les psychologues appellent l'ignorance pluraliste. La majorité peut secrètement être en désaccord avec le discours dominant, mais comme personne n'ose s'exprimer, tout semble être d'accord. La dissidence disparaît, non parce qu'elle a disparu, mais parce qu'elle est cachée. La quatrième étape est l'agression. Une fois la nouvelle réalité acceptée, ceux qui résistent encore sont perçus comme des menaces. La foule commence à imposer des nouvelles normes, non seulement socialement, mais aussi émotionnellement et physiquement. La censure s'intensifie. Le débat s'éteint. Celui qui questionne devient l'ennemi. C'est pourquoi tous les régimes totalitaires de l'histoire, aussi irrationnels soient-ils, comptaient des millions de partisans convaincus de lutter pour la vérité et la justice. Le peuple n'était pas mauvais, il était prisonnier d'un système qui récompensait l'obéissance et punissait la pensée. C'est là que les choses deviennent intéressantes. La psychose de masse ne dure pas éternellement. Finalement, le poids de la réalité s'impose. Les mensonges se fondent sous leurs propres contradictions. Les gens commencent à ressentir la tension entre ce qu'on leur dit et ce qu'ils vivent. L'illusion se fissure. C'est alors que commence la cinquième et dernière étape, l'éveil. Au début, c'est subtil. Une voix intérieure se demande, est-ce vraiment vrai? À mesure que de plus en plus de personnes s'interrogent, le charme collectif se rompt. Cet éveil peut être lent ou soudain, et il est souvent douloureux. Pourquoi douloureux? Parce que s'éveiller, c'est réaliser qu'une grande partie de ce que l'on croyait, de ce que l'on
défendait était faux. C'est voir comment on a été manipulé. C'est admettre avec quelle facilité l'esprit peut être détourné. Cette dissonance cognitive, ce fossé entre illusion et vérité, peut ébranler les gens jusqu'au plus profond d'eux-mêmes. Et pourtant, ce n'est que par ce bouleversement que la clarté naît. Ceux qui suivent ne sont pas forcés par les plus forts. Ce sont ceux qui parviennent à maintenir un but intérieur. Ils doivent avoir un sens, quelque chose de réel en eux que la folie extérieure ne peut détruire. C'est la clé pour échapper à la psychose collective. Vous devez ancrer votre esprit dans quelque chose de plus profond que l'opinion publique. Cela peut être une philosophie personnelle, une discipline spirituelle, un dévouement à la vérité, même lorsqu'elle fait mal. Cela doit être tellement ancré en vous qu'aucun slogan, aucune tendance ni aucun récit ne peut l'écraser. Mais cela demande du courage, car voir clairement dans un monde aveuglé n'est pas une expérience confortable. C'est parfois déchirant. Vous pouvez perdre des amis, être ridiculisé, vous sentir seul. Mais en tant que vous-même, préférez-vous être réconforté par des mensonges ou éveillé par la vérité? Ce n'est pas pour rien que de nombreuses traditions anciennes parlaient d'illumination, non pas comme d'une félicité, mais comme d'une perturbation. La lumière n'est pas toujours agréable, surtout lorsqu'elle révèle les ombres que vous ne vouliez pas voir. Mais une fois que vous avez vu, vous ne pouvez plus oublier. Et c'est le début de la véritable liberté. Alors, comment rester mentalement souverain à l'ère de l'hypnose collective? La première étape est le silence. Non pas le silence de la peur, mais celui de l'observation intérieure. Apprenez à observer vos pensées. D'où viennent-elles? Sont-elles fondées sur des preuves? Sont-elles au service de la vérité et du confort? Cette pratique, ancrée à la fois dans le stoïcisme et le bouddhisme, est la porte d'entrée vers l'autonomie psychologique. Deuxièmement, réduisez votre réactivité émotionnelle. La psychose de masse se nourrit d'esprits perturbés. Plus vous êtes réactif, plus vous êtes facile à manipuler. Commencez à remettre en question vos réactions immédiates. La discipline émotionnelle n'est pas une répression, c'est une souveraineté. Troisièmement, renouer avec le sens. Que ce soit la philosophie, la spiritualité, l'art ou la nature, trouvez ce qui transcende le chaos. Quatrièmement, construisez une communauté avec des personnes qui accordent plus d'importance à la vérité qu'au réconfort. Un esprit éveillé est puissant, mais deux esprits éveillés, connectés par la vérité, peuvent changer le cours de l'histoire. Enfin, préparez-vous à la révélation finale. La meilleure façon d'échapper à la psychose de masse ne réside pas dans la résistance à la foule, mais dans le dépassement total du besoin de foule. Il y a un moment dans la vie de chaque chercheur où le bruit du monde s'estompe et un nouveau silence s'installe. Ce n'est pas le silence de l'ignorance ou de l'évitement, mais celui de la réalisation. Une clarté si perçante que l'espace d'un instant, tout prend sens. On perce l'illusion, on reconnaît la folie et surtout, on se reconnaît soi-même.
C'est l'échappatoire ultime de la psychose collective. Transcender le besoin d'approbation, d'applaudissement et d'appartenance. Car la racine la plus profonde de l'illusion collective n'est pas la peur de la vérité, mais la peur d'être seul avec elle. Quand les gens craignent l'isolement plus que le mensonge, ils choisissent le mensonge. Mais lorsqu'on apprend à se tenir debout face à soi-même, lorsque sa conscience de soi n'est plus liée au vent changeant du consensus social, on devient libre. La véritable liberté n'est pas la rébellion. Ce n'est pas simplement rejeter le troupeau. C'est la profonde capacité à cheminer seul, avec clarté, sans haine, sans désespoir, simplement parce que la vérité est devenue votre foyer. La vérité naît en l'individu, dans l'âme qui ose se connaître sans miroir. Lorsque votre identité repose sur le reflet, vous êtes à la merci de la distorsion. Mais lorsqu'elle est ancrée dans la conscience directe, elle devient inébranlable. C'est ce qui terrifie ceux qui vivent dans la psychose de masse. On ne peut contrôler un individu qui n'a plus peur du rejet. On ne peut faire taire un esprit qui a trouvé sa voie. Tout système de contrôle de masse, qu'il soit politique, idéologique ou psychologique, fonctionne selon un principe simple: diviser le soi. Déconnecter la personne de sa boussole intérieure. Dès qu'elle doute d'elle-même, elle devient vulnérable aux directives extérieures. Mais voici le secret. Votre boussole intérieure n'a jamais été brisée. Elle a été enfouie. Enfouie sous la honte, la culpabilité, la peur, le ridicule, le bruit, et pourtant, elle demeure. Elle l'a toujours été. Échapper à la psychose collective ne signifie donc pas devenir quelque chose de nouveau, mais de se souvenir de ce que l'on est. C'est pourquoi l'éveil est si douloureux. Ce n'est pas une découverte, c'est une guérison, un retour. Un retour nécessite un deuil, celui des années perdues dans l'illusion, des liens construits sur le mensonge, des vérités que nous avons niées pour suivre. Mais le deuil n'est pas la fin, c'est la porte vers la force. Car une fois que vous vous souvenez vraiment de qui vous êtes sous la programmation, un profond changement s'opère. Vous cessez de réagir, vous commencez à observer, vous cessez de rechercher l'approbation, vous commencez à rechercher l'alignement, vous cessez de ressentir la folie des autres, vous commencez à maîtriser votre propre esprit. Et de ces espaces, vous commencez à rayonner une nouvelle forme d'énergie. Une énergie qui ne s'explique pas par des diplômes, le statut social ou le charisme. C'est l'énergie de la cohérence, de l'intégrité, de la vérité incarnée. D'autres la ressentiront. Certains seront attirés par elle. D'autres seront menacés par elle. Mais peu importe, car votre paix ne dépend plus de leur perception. C'est l'évasion ultime. Ne fuyez pas le monde, mais n'en avez plus besoin pour vous valider. C'est à partir de là, non par rage, ni par résonance, ni par résistance, mais par la lucidité que la véritable transformation commence. Vous devenez l'antidote de la psychose collective, non pas par la prédication, ni par la polémique, mais en vivant comme la preuve qu'une autre voie est possible. Lorsque les autres voient que vous n'avez pas peur de remettre en question, de vous tromper,
de vous démarquer, ils commencent à se souvenir de quelque chose en eux, d'ancien, de sacré. C'est ainsi que l'éveil se propage, non par la force, mais par résonance. C'est ce que la psychose collective craint le plus. L'individu qui s'éveille, car un individu véritablement éveillé, profondément enraciné, immunisé contre la peur, a plus de pouvoir que 10 000 esprits confus. Votre esprit est désormais libéré. Votre âme est désormais libérée et elle se manifeste. Le monde n'a pas besoin de disciples inconscients. Il a besoin de leaders conscients. J'ai choisi d'être l'un d'eux. Voulez-vous nous rejoindre dans la révolution de la conscience? Souvenez-vous de qui vous êtes. Souvenez-vous pourquoi vous êtes ici. Souvenez-vous, souvenez-vous, souvenez-vous. De l'esclavage du millénaire à la souveraineté individuelle. Réjouissons-nous, car la folie que nous vivons est une illusion qui pousse de plus en plus d'entre nous à s'éveiller. Notre monde traverse une crise évolutive, car l'esprit humain est prêt à dépasser l'intelligence rationnelle pour accéder à une conscience supérieure. En Orient, au XXe siècle, Sri Aurobindo et la mère ont découvert et ancré la conscience de vérité, la conscience supramentale, dans l'atmosphère terrestre. Depuis lors, cette conscience supramentale agit sur Terre en tant que pouvoir actif d'évolution. Une fois bien ancrée, la nouvelle conscience était prête à passer à l'étape suivante, sa vulgarisation et sa propagation. En Occident, au XXIe siècle, émerge Persocratia. Sri Aurobindo a synthétisé les idées orientales et occidentales de l'évolution et a déclaré avec audace que les humains sont des êtres de transition, qu'ils ne sont pas définitifs, que l'évolution continue et que les humains seront dépassés. C'est l'avenir qui attend l'humanité. Il s'agit d'une aventure de conscience sans précédent sur Terre. Un seul regard sincère sur la situation mondiale actuelle suffit à nous convaincre qu'elle atteint le point de non-retour. Cessons de répéter nos vieilles habitudes qui ne peuvent qu'engendrer davantage de souffrance. À nous tous de propager la contagion de l'amour infini. En ces temps de dissolution irrémédiable de l'illusion, gardons notre foi ardente et une sincérité sans faille. Nous devons choisir notre âme à tout prix. Amour infini.